Mesdames et messieurs, il est 15 heures. Bienvenue au 19e webinaire Recap. Je m'appelle David Imseng, je suis directeur et fondateur de la société Recap et je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane Kronbirler, avocat expert en droit de la protection de données. Erika accompagnera le webinaire en tant que modératrice et répondra à vos questions soit directement par écrit, soit en nous les adressant pour y répondre ensuite en direct pendant le webinaire. Et c'est ainsi que nous en arrivons déjà aux détails organisationnels du webinaire. Vous pouvez intervenir en levant la main, poser vos questions dans la rubrique questions-réponses et pour tous autres commentaires, la fenêtre de discussion est disponible. Pour vérifier que vous pouvez bien interagir avec nous, je vous laisse lever la main, s'il vous plaît. Très bien, ça a l'air de marcher. La première partie aujourd'hui sera consacrée à l'intelligence artificielle, à la manière dont elle apprend et aux raisons pour lesquelles les systèmes se sont améliorés si rapidement ces derniers temps. Ensuite, je présenterai quelques nouveautés de Mediapart avant qu'une séance de questions-réponses ne vienne clore les 30 premières minutes. La deuxième partie sera consacrée à la protection des données, au flux de données chez Recap et à la nouvelle loi suisse sur la protection de données. Nous aurons également du temps pour les questions dans la deuxième partie. Commençons par la première partie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe SSI vers Libre, je passe la parole à monsieur le député Blaise Schull. La reconnaissance vocale décrit le processus de transformation d'un fichier audio en texte. Avant de parler d'intelligence artificielle, parlons brièvement de l'être humain. Dans l'oreille interne, nous percevrons différentes hauteurs de son, donc différentes fréquences à différents endroits. Dans la partie inférieure, nous voyons le spectrogramme d'un enregistrement audio. On y voit quelles fréquences sont plus ou moins présentes dans le signal audio à un moment donné. Les zones rouges et blanches sont très énergiques et les zones grises bleues sont peu énergiques. Au début, il y a par exemple du silence. Ici, nous voyons beaucoup d'énergie dans les fréquences supérieures. C'est à cela que ressemble un S. Et voici à quoi ressemble un A typique. On peut donc reconnaître différents sons à l'aide des modèles dans la gamme des fréquences. L'intelligence artificielle est très douée pour reconnaître les formes. Dans notre cas, l'intelligence artificielle est typiquement un réseau de neurones. Un modèle de fréquence est présenté au réseau à un moment T1 et le réseau estime alors la probabilité de chaque son. Ici, par exemple, le silence pourrait être le plus probable avec 90%. Au moment suivant, avec beaucoup d'énergie dans la fréquence supérieure, NS est le plus probable. Et au moment T3, le A. Auparavant, chaque section audio était considérée séparément. Ce n'est pas le cas dans la réalité, mais c'était une simplification nécessaire en raison de la capacité de calcul. Aujourd'hui, les symboles déjà reconnus sont pris en compte par le système. Ces probabilités phonétiques estimées sont combinées avec un modèle de langue qui représente les probabilités de mots d'une langue. La séquence de mots la plus probable est ainsi générée. Après avoir vu comment fonctionne la reconnaissance vocale, que peut apprendre le système? Que faire si un locuteur ou un dialecte est mal reconnu ou si les enregistrements avec un microphone particulier sont mal reconnus? On peut alors montrer au système l'audio avec les textes corrects ou corrigés correspondants pour qu'il apprenne. Ce processus est long parce qu'il y a énormément de données dans le matériel d'entraînement. Si un mot n'est jamais reconnu, des textes contenant ce mot peuvent être ajoutés au système. Cela peut être appris rapidement car le mot est intégré au vocabulaire. Si un mot est souvent confondu, mais aussi reconnu correctement de temps en temps, de nombreux textes sont nécessaires. De telles améliorations sont apprises par le système à une vitesse moyenne car la probabilité du mot doit être influencée.
Après avoir vu comment un tel système fonctionne et comment un système peut être amélioré, la question est pourquoi les systèmes de reconnaissance vocale ont-ils fait d'énormes progrès? Il y a deux raisons principales à cela, la croissance exponentielle de la puissance de calcul et la qualité de données disponibles. À gauche, on voit le nombre d'opérations que l'on peut calculer avec un ordinateur par seconde à un coût constant. L'échelle est logarithmique, ce qui signifie que la puissance de calcul a augmenté de manière exponentielle au cours des 70 dernières années. Dans la pratique, cela signifie qu'il y a 10 ans, nous faisons calculer 40 ordinateurs pendant une semaine jusqu'à ce que nous ayons un nouveau modèle, alors qu'aujourd'hui, un seul ordinateur le fait en moins d'un jour. Cela aide énormément à faire évoluer les systèmes. À droite, on voit que la qualité de données téléchargées sur YouTube a augmenté de manière exponentielle. En mai 2019, plus de 500 heures de vidéos étaient déjà téléchargées chaque minute sur YouTube. Cela représente une énorme quantité de données qui peuvent être utilisées en partie pour l'entraînement des systèmes. Avec l'augmentation de la puissance de calcul et de données d'entraînement, les réseaux neuronaux sont devenus de plus en plus grands et complexes. Le réseau de neurones n'est pas un concept nouveau, il existe depuis 1969. En 2011, nous avons entraîné un réseau neuronal avec une couche cachée, c'est-à-dire un réseau simple avec environ 2,5 millions de paramètres. 2 ans plus tard, avec le deep learning, nous avons utilisé 3 couches cachées avec 15,5 millions de paramètres. Ces dernières années, le nombre de paramètres a encore augmenté massivement pour atteindre 175 milliards en 2020, par exemple, dans le modèle GPT-3. Où sont donc tous ces paramètres? Le réseau de neurones possède à l'intérieur d'un encodeur pour l'acoustique et d'un décodeur pour le texte. L'encodeur et le décodeur ont tous les deux de nombreuses couches cachées. Ces couches cachées permettent de transformer l'entrée dans des espaces à haute dimension. Dans ces espaces à haute dimension, les modèles peuvent être mieux reconnus et les éléments similaires peuvent être regroupés. Voici une visualisation de la manière dont on peut s'imaginer la reconnaissance de formes dans les espaces à haute dimension. Les relations peuvent par exemple être facilement apprises dans cet espace. Ainsi, la flèche bleue représente la transformation du masculin en féminin du mot et à sa droite, la flèche rouge du singulier au pluriel. Ainsi, les opérations vectorielles deviennent possibles. Donc, si l'on soustrait homme à roi et que l'on ajoute femme, cela devient reine. À droite, des données réelles publiées en 2013, la visualisation en 2 dimensions d'un espace à 1000 dimensions et le rapport entre paye et capital. En raison de l'augmentation de la puissance de calcul et des quantités de données qui ont conduit à la création des réseaux de neurones complexes, l'intelligence artificielle devient de plus en plus une bataille matérielle. Ainsi, l'entraînement du modèle GPT-3 avec 175 milliards de paramètres coûte environ 1,8 million de dollars et émet 500 tonnes de CO2. En supposant que chaque paramètre ait la même influence, le modèle ReCap avec 77,8 millions de paramètres coûterait 800 francs et émettrait 0,2 tonnes de CO2. Le modèle ReCap correspond ainsi aux émissions de CO2 d'un vol simple d'une personne en classe économique de Zurich à Majorque. Le modèle GPT-3, quant à lui, correspond à peu près à l'empreinte carbone de tous les collaborateurs de ReCap pendant 3 ans. Malgré seulement 77,8 millions de paramètres, le modèle ReCap apporte une très bonne qualité. Voici la comparaison entre le modèle ReCap et le modèle Whisper, un modèle open source de OpenAI. On voit que moins il y a de données et plus la variabilité acoustique est grande, plus un système personnalisé est avantageux. Ainsi, le système romanche est 10 fois meilleur, le système dialecte est 2 fois meilleur, le système allemand standard est environ 1,5 fois meilleur et la qualité du système français est très similaire. Malgré une qualité similaire, le système personnalisé de ReCap apporte des avantages d'un système sur mesure. Il y a quelques exemples. Merci, monsieur le député. Ce point est clos. Nous passons au département de l'économie
et de la santé, le point 19 de l'ordre du jour, le rapport d'activité 2021 de l'hôpital. Nous venons d'entendre un exemple où le système de recap Whisper génère un texte presque identique. À la fin, Whisper génère du texte. Ce phénomène met en évidence les dangers des systèmes de reconnaissance vocale et la protection de données n'est pas prise au sérieux. Le fait que de Montréal soit écrit par Whisper à la fin indique que l'hôpital de Montréal est statistiquement surreprésenté pour une raison quelconque. Merci, monsieur le député. Pour le groupe socialiste, je passe la parole à madame la députée Hildegarde-Lièvre-Corba. Dans le deuxième exemple, nous voyons les avantages d'un système personnalisé. Le nom des députés sont plus souvent écrits correctement, soit parce que le système a déjà été entraîné avec les textes du client, soit parce que le nom ont déjà été corrigés dans l'interface en ligne. Merci, monsieur le député. Pour le groupe PCSI vers Libre, je passe la parole à monsieur le député Blaise Jules. Ici, nous voyons un exemple où Whisper fonctionne plutôt mieux. La présidente dit 2 fois pour le groupe, mais Whisper ne l'écrit qu'une seule fois. Cela a probablement dû au fait que l'énorme quantité de données avec laquelle Whisper a été entraîné génère un meilleur texte. Et cet exemple nous amène au thème suivant, l'avenir de la reconnaissance vocale. Nous remarquons, grâce aux commentaires des clients, à quel point la reconnaissance vocale s'est améliorée ces dernières années. Nous entendons de plus en plus souvent, oui, cela a été dit tel qu'il est écrit, mais je ne peux pas l'écrire ainsi dans le procès-verbal. Donc, si nous nous souvenons de l'exemple du dernier slide, nous aimerons éviter d'avoir pour le groupe 2 fois dans le texte. Pour le suisse allemand, nous avons entraîné un système à traduire du mauvais allemand en bon allemand avec l'Université de Genève et la télévision suisse. Dans l'ensemble, on peut dire que la traduction automatique a été perçue comme meilleure que la reconnaissance vocale brute dans plus de 70% de cas et moins bonne dans seulement 2% de cas. Dans 11% de cas, la traduction automatique était également meilleure que ChatGPT, mais ChatGPT était meilleur dans 45% des cas. Mais ChatGPT hallucine et avec ChatGPT, on n'a pas de contrôle sur le flux de données et l'utilisation de données est un sujet très important pour nous. C'est pourquoi nous avons intégré la traduction automatique et non ChatGPT. Devrions-nous envisager une telle traduction pour le français également? Nous allons faire un petit sondage. Et puis d'abord, on va vous poser la question, où sont les plus grandes erreurs et les plus grands problèmes avec la reconnaissance vocale? Est-ce que la plupart des erreurs est faite dans la grammaire, dans les homophones, dans la ponctuation, dans les noms propres ou autres? Oui, dans le résultat, on voit qu'il y a plutôt la grammaire et la ponctuation où il y a des erreurs. Celui qui a choisi autre, vous pouvez nous écrire peut-être avec un commentaire ou avec un petit mail où il y a des erreurs et puis on peut essayer de diminuer ces erreurs aussi. Puis la deuxième question, préfériez-vous un développement en interne avec la protection de données ou une autre solution comme ChatGPT avec moins de garanties de protection de données? Si on fait une traduction automatique pour le français aussi. Et là, le résultat est plutôt clair. Tout le monde va pour le développement en interne. Merci beaucoup pour vos votes. On a reçu une question que je vais adresser maintenant avant de passer aux nouveautés de Mediaparl. La question était, est-ce qu'avec Recap, on veut connaître le nombre de mots jamais reconnus ou le nombre de mots souvent confondus et qui ensuite sont corrigés par l'opérateur humain?
Et en fait, on peut mesurer tout ça. Et puis, ça qu'on a vu sur un des slides précédents, c'était le taux d'erreur, alors le word error rate. Et si on va pour le français, un word error rate de 6%, ça veut dire qu'en moyen, parmi 100 mots, on doit faire 6 corrections. Après, où il y a ces corrections, ça dépend. Avec Recap, probablement, il y a plutôt, comme on a vu avant, des erreurs grammaticales ou des homophones à corriger. Mais avec des autres tools comme Whisper, il y a plutôt des noms propres qu'il faut corriger parce que le système ne connaît pas les députés hein, des cantons suisses. L'autre question, c'est peut-on avoir des données sur le nombre de corrections qui sont apportées et donc voir si le nombre de corrections diminue avec le temps. Nous, on mesure régulièrement le nombre de corrections qu'il faut faire, alors le word error rate. Si vous corrigez les données dans l'interface utilisateur en ligne, nous, on peut analyser le nombre d'erreurs et puis, comme on a montré avant, actuellement, on a 6%. Ça fait une année, on était plutôt vers 10%. Alors, je dirais, dans l'année passée, on a presque arrivé à diminuer ou à diviser par deux le taux d'erreur. On continue avec le prochain point, les nouveautés du Mediaparl. Depuis le dernier webinaire, nous avons travaillé sur l'interface entre CMI et Recap, sur la nouvelle interface ShareParl, et il est désormais possible de taper dans Word et d'utiliser l'application desktop simultanément comme lecteur audio via la pédale. Dans quelques instants, je peux aujourd'hui vous montrer brièvement deux nouveautés. La vidéo peut être intégrée rapidement et élégamment par iFrame. Cela concerne les clients qui utilisent ShareParl. Et les mots peuvent désormais être cliqués de deux manières différentes dans CanParl, avec ou sans influence sur la lecture du fichier audio. En outre, nous pouvons recommander un plugin de navigateur pour l'orthographe sur la base des réactions au workshop en automne à Berne. Les clients disposant d'une vidéo peuvent désormais intégrer un lecteur vidéo recap sous forme d'iFrame. Ici, nous voyons sur le site du Parlement cantonal de Zurich à quoi cela ressemble. La séance en cours est affichée sous forme de live stream depuis Vimeo. Vimeo suit le comportement de navigation, c'est pourquoi un avertissement correspondant doit être placé. Ce n'est pas le cas avec Recap. En outre, l'ordre du jour et les intervenants sont intégrés dans le lecteur vidéo de Recap. Il est ainsi facile de naviguer dans la séance. Werte Anwesende, die KEFO will 84 Millionen Franken in den Rahmenkredit 23 bis 26 einstellen für Subventionen im Energiebereich. Das sind doch mutige 16 Millionen mehr als gegenüber der Umwelt bewusst und stimmt der Vorlage wie von der KEFO beantragt zu. Das Wort für die FDP hat Barbara Franzen. Voilà cette petite démonstration. Les personnes intéressées par ce lecteur vidéo peuvent s'adresser à un système recap.ch. Il est disponible. Désormais, l'éditeur CanParl fait la différence entre deux clics de souris différentes. Si je clique avec la souris pendant que l'audio est en cours de lecture, seul le curseur se déplace pour que je puisse faire des corrections. Nous allons voir cela dans un instant. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe socialiste soutient la présente déclaration de planification de la CIR. Le projet ABR serait complètement dénaturé si les pôles... Mais si je maintiens la touche contrôle enfoncée, le lecteur se transforme en main et se déplace à l'endroit correspondant du fichier audio. Nous soutenons la manière de déclaration de planification de la CIR, complètement dénaturée si les pôles de compétences tels que... Cette amélioration est automatiquement activée pour tous les clients à partir de la version 2.22.
Lors du workshop à Berne, nous avons parlé de l'orthographe et de la grammaire dans le groupe de discussion. Avec Chrome et Firefox, les outils basés sur le navigateur ne semblent pas fonctionner de manière optimale. Pour Edge, il existe un plugin Microsoft qui fonctionne très bien. Nous avons testé ce plugin en interne et pouvons le recommander. Nous remercions vivement les services du Parlement de Berne de nous avoir signalé ce bon plugin. Y a-t-il des autres questions sur la première partie du webinaire? J'ai reçu une question. L'homme sera-t-il un jour remplacé? Ça, c'est une très bonne question. Si l'on veut un verbatim complet et correct, je crois que l'homme en aura encore un bon moment. Si un procès verbal de décision abrégé peut être combiné avec un procès verbal audio indexé, le procès verbal actuel sera simplifié au maximum par la machine. Mais je vois plutôt la reconnaissance vocale comme une calculatrice, donc comme un outil utile. Et je ne crois pas que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je propose qu'on continue avec la deuxième partie. Si vous avez encore des questions sur la première partie, vous pouvez aussi les poser après la deuxième partie. On a une deuxième séance questions-réponses. Nous poursuivons avec la deuxième partie sur le thème de la nouvelle loi suisse sur la protection de données et du traitement des données chez RICAP. Je vais d'abord vous expliquer le flux de données chez RICAP avant que M. Kronbirler n'aborde plus en détail la protection de données. Que se passe-t-il lorsque vous traitez une séance avec Mediaparl? C'est ce que je vais démontrer dans une petite vidéo. Sur cette diapositive, vous pouvez voir quelles entreprises sont actuellement impliquées lorsque les données sont téléchargées dans le cloud. Le serveur qui héberge le site web se trouve chez Infomaniac à Genève et le mémoire cloud où sont stockées les données se trouve chez Everywhere à Zurich. Les deux entreprises sont certifiées ISO 27001. Le serveur responsable de la reconnaissance vocale se trouve chez RICAP. RICAP n'a actuellement pas de certification ISO, mais respecte les mesures techniques et organisationnelles dites TOM, qui font partie intégrante du contrat. En bas à droite, sur le diapositive, vous pouvez voir les différentes icônes qui apparaissent dans la vidéo. Les métadonnées telles que les intervenants sont représentées par un document et les notes de musique représentent un fichier audio ou vidéo. Que se passe-t-il donc lorsqu'une séance est téléchargée dans le cloud? Le fichier est directement téléchargé dans l'espace cloud, les métadonnées sur le serveur. Ensuite, le fichier est converti dans un format standardisé et streamable. Ici, le fichier est téléchargé du cloud vers le serveur, converti, puis enregistré à nouveau dans le cloud. Ensuite, les métadonnées et le fichier sont transférés sur le serveur de reconnaissance vocale. La séance est transcrite automatique et le résultat est renvoyé au serveur. Une fois la transcription automatique terminée, vous voyez le résultat dans Canparl. Merci beaucoup, David. Nous allons passer à la deuxième partie de cette deuxième partie de ce webinaire qui est consacrée à la protection des données et plus spécifiquement à la nouvelle loi fédérale sur la protection des données qui va entrer en vigueur tout prochainement le 1er septembre 2023. Et vous verrez tout de suite la différence aussi au niveau des slides. Vous verrez que c'est des slides faits par un juriste. Il n'y a plus du tout d'images et que du texte. Vous allez m'en excuser. Mais on ne chasse pas le naturel. Voilà. Protection des données, qu'est-ce que c'est que la protection des données? La protection des données, c'est la protection de données
personnelles. C'est peut-être une banalité de dire ainsi, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours très simple de distinguer le domaine d'application de la protection des données. Les données personnelles, ce sont toutes les données qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable. Le premier, c'est simple, une personne physique identifiée, si vous avez un nom, une adresse, une date de naissance peut-être, là c'est très clair que ça se réfère à une personne identifiée. Par contre, identifiable, ça va beaucoup plus loin. Il y a par exemple une jurisprudence du tribunal fédéral qui a jugé que des données, des adresses IP utilisées pour accéder à Internet, et en plus des adresses IP dynamiques qui étaient attribuées par le fournisseur d'accès Internet au moment de la connexion, étaient des données personnelles. Pourquoi? Parce qu'il est possible de se renseigner auprès du fournisseur d'accès Internet quelle personne physique avait utilisé cette adresse IP à ce moment précis pour se connecter et surfer sur Internet et, en l'occurrence, télécharger des contenus protégés par les droits d'auteur. Et donc, ces adresses IP étaient des données personnelles, couvertes par la protection des données. Dans une entreprise, par exemple, les données comptables, les chiffres d'affaires, etc., les coûts ne sont pas des données qui tombent sous la protection des données. Par contre, dès que vous êtes dans la comptabilité des salaires ou vous vous référez au salaire d'un certain collaborateur ou collaboratrice, ça devient des données personnelles qu'il faut protéger de manière appropriée. Une deuxième difficulté dans le domaine de la protection des données est le fait que la loi ne nous dit pas avec grande précision ce que nous devons faire. Au contraire, le droit de la protection des données se limite à énoncer des principes, des grands principes qu'il faut ensuite interpréter et appliquer à chaque cas concret. Voici ces principes dont on va parler l'un après l'autre. Le tout premier, peut-être le plus important, c'est celui de la licéité. Il faut que le traitement de données soit licite. Vous ne pouvez pas choisir un jour de traiter des données comme vous avez envie de le faire. Vous pouvez uniquement le faire si vous avez un motif justifiant ce traitement. Le motif le plus important et le plus fréquent est sans doute le consentement de la personne concernée. Ce consentement, il doit répondre à certains critères pour être valable. Tout d'abord, il doit être donné librement. Si on regarde dans le domaine de l'application du Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne, le RGPD, il y a une disposition spécifique qui nous dit que le consentement n'est pas considéré comme donné librement s'il est obtenu dans le cadre d'un contrat qui porte sur d'autres prestations de services, par exemple, et que ces données collectées ne sont pas nécessaires à l'exécution de ces services. Donc, si quelqu'un vous promet certains avantages dans le but d'obtenir vos données personnelles, par exemple, pour ensuite pouvoir vous adresser de la publicité, eh bien, le consentement, il sera considéré comme vicié et donc pas valable, parce qu'il n'est pas donné librement. Ensuite, le consentement doit être donné après que la personne concernée ait été dûment informée. Et c'est un point sur lequel on va revenir plusieurs fois, cette obligation d'information, elle a été passablement renforcée. Donc, ce que vous devez donner comme information à la personne sur le traitement que vous allez faire, c'est assez important et c'est devenu plus sévère. Il y a d'autres motifs justificatifs. Le deuxième motif justificatif, c'est celui d'un intérêt privé ou public prépondérant. Par exemple, vous avez le droit, en tant qu'entreprise, de traiter les données de vos fournisseurs et de traiter les données aussi de vos clients, déjà, par exemple, pour faire du recouvrement de créances. On ne peut pas vous interdire de traiter les données de vos débiteurs qui n'ont pas payé parce que vous avez un intérêt privé, même sans leur consentement, vous avez le droit de traiter ces données. Et enfin, il y a des obligations légales. Prenons par exemple le cas des assurances sociales, des cotisations sociales qu'un employeur doit déduire. Il doit traiter les données de ses employés dans ce but-là. Deuxième principe, le traitement doit être effectué de bonne foi et il doit surtout respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe-là est très important parce que proportionnel veut également dire que vous avez uniquement le droit de traiter les données aussi longtemps que vous en avez besoin, que vous avez un motif justificatif. Une fois que le contrat avec un employé est terminé et que cette personne est partie et que vous avez effectué tous les décomptes de charges sociales, vous n'avez à un moment donné plus de raison de garder, de conserver ces données. Et le principe de proportionnalité exige donc de les effacer. Donc, de ce principe de proportionnalité découle une obligation de prévoir aussi dans sa politique de protection des données une politique de suppression, d'élimination des données dont on n'a plus besoin.
Troisième principe, le traitement est toujours effectué dans un certain but, pour une finalité déterminée et reconnaissable. Si vous avez collecté des données dans un certain but, vous n'avez pas le droit de les utiliser pour un autre but qui n'était pas reconnaissable pour la personne concernée au moment de la collecte. En tant que responsable d'une collection de données, vous êtes aussi responsable de l'exactitude de ces données. Vous ne pouvez pas juste vous dire, bon, si c'est faux, ce n'est pas grave. Vous devez vérifier que les données soient exactes et si une personne concernée demande une rectification, vous êtes obligé de le faire. Enfin, question dont on parle très souvent ces temps, c'est la sécurité des données. La sécurité des données, ce principe exige que vous implémentiez des mesures techniques et organisationnelles, des TOM. David en a déjà parlé tout à l'heure, donc des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la protection des données. C'est des mesures qui définissent par exemple des rôles d'accès, des droits d'accès, mais aussi des mesures techniques comme l'installation d'un antivirus, de firewall, des mesures de protection physique, des portes fermées, des supports de données mis sous clé. Le but est de garantir quatre choses, excusez-moi, de garantir 4 choses. Premièrement, la confidentialité, c'est-à-dire que les données ne sont pas accessibles à des personnes qui n'ont pas droit. Il faut que les données ensuite soient disponibles. C'est la perte accidentelle de données qu'il faut éviter. Il faut également garantir l'intégrité des données, c'est-à-dire que les données ne peuvent pas être modifiées sans qu'on s'en aperçoive. Et enfin, la traçabilité, il faut savoir qui a fait quoi avec les données à un certain moment. Donc voilà les grands principes. Je vous ai dit que la loi fédérale sur la protection des données a été révisée. C'est un processus assez long qui a pris plusieurs années. Finalement, on est à bout touchant. Tout va entrer en vigueur le 1er septembre prochain. Quels étaient les objectifs poursuivis par le législateur à cet égard? Premièrement, la loi sur la protection des données actuelle date des années 80. Il y a eu bien sûr des évolutions technologiques depuis qui rendent nécessaire une modification de la loi. Il est important de dire que la loi est neutre d'un point de vue technologique. On ne nous impose pas une certaine technologie à utiliser, mais il y avait comme des phénomènes qui sont installés qui n'étaient pas connus en 1980. Par exemple, le profilage, donc le recoupement de données de plusieurs sources pour établir un profil d'une certaine personne, ou bien aussi la prise de décision automatisée. Aujourd'hui, dans certains cas, vous pouvez faire par exemple une demande de crédit en ligne et en fonction de l'endroit où vous habitez, de votre historique, d'autres renseignements qui sont pris, on vous accorde, on vous refuse le crédit et cette décision est prise par une machine sans intervention humaine. Ça n'existait bien sûr pas en 1980. Donc voilà, premier objectif. Deuxième objectif, c'était accroître la transparence du traitement des données et donner plus de droits sur leurs données aux personnes concernées. Ça a été notamment fait avec ces devoirs d'information dont on va encore parler et puis aussi avec les droits de la personne concernés qui ont été renforcés. On a également renforcé le rôle du préposé fédéral à la protection des données, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, pour moi, c'est un des motifs fondamentaux quand même dans cette révision, c'était se rapprocher, comme c'était dit dans le message du Conseil fédéral, se rapprocher des exigences du règlement européen, règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Pourquoi c'était important ? Vous le savez sans doute, si vous voulez transférer des données à l'étranger, vous êtes uniquement le droit de le faire si le pays destinataire garantit un niveau adéquat de protection des données. Or, avec le RGPD qui est entré en vigueur, qui était plus sévère que l'ancienne LPD, la Suisse courait le risque qu'un jour la Commission européenne décide que la Suisse ne présentait plus de niveau suffisant en matière de protection des données. Et ainsi, les entreprises européennes n'auraient plus le droit d'exporter leurs données en Suisse. Et ça aurait été bien sûr très grave pour l'économie suisse qui fournit beaucoup de prestations en lien avec des données à des entreprises dans son voisinage européen. Je vais, rassurez-vous, pas regarder article par article avec de la nouvelle LPD avec vous, mais j'ai essayé de résumer un peu les points essentiels de cette révision. Premier point, il y avait une particularité, une anomalie en droit suisse. Le droit suisse de la protection des données protégeait aussi les données des personnes morales. Ça n'avait pas de pertinence ou de pertinence pratique, mais voilà, c'est quelque chose qui a maintenant été éliminé. On se limite, comme tous les autres pays l'ont toujours fait, aux données des personnes physiques. L'obligation d'informer a été nettement renforcée, donc les informations que vous devez donner avant d'obtenir le consentement éclairé d'une personne concernée. La démarche de l'analyse d'impact relative à la protection des données a été introduite. Si vous traitez des données particulièrement sensibles, par exemple des données de santé à grande échelle, vous devez, avant de procéder à un tel traitement de données, effectuer une analyse d'impact, c'est-à-dire vous devez évaluer l'impact
de ce traitement envisagé sur les droits des personnes concernées et notamment les risques que cela représente d'aboutir à une violation de leurs droits de la personnalité. On a, comme nos collègues européens, aussi une obligation maintenant de notifier des violations de la sécurité des données au préposé fédéral. Dès que vous avez, par exemple, une attaque de hacker ou d'autres problèmes, vous êtes obligé de les signaler, d'indiquer quelles données sont concernées, puis aussi indiquer les mesures prises. Le droit suisse a aussi intégré le concept de la privacy by design et by default. Il s'agit de quoi? Il s'agit au fait d'une obligation de concevoir des nouveaux systèmes que vous déployez dans votre organisation dès le début en tenant compte de la protection des données. Donc, la protection des données est un facteur qui doit entrer dans le design de la solution que vous mettez en œuvre. Et en plus, il faut que les réglages de ce système soient mis au minimum en termes de droit d'accès, par exemple, pour assurer autant que possible la protection des données par défaut. Au niveau du renforcement des pouvoirs du préposé fédéral à la protection des données, on peut mentionner deux choses. Premièrement, il a reçu maintenant des pouvoirs d'investigation très étendus. Il peut notamment exiger l'accès à des documents et même à des locaux. Donc, il peut faire une perquisition chez vous s'il suspecte que des données sont traitées de manière illicite. Il a également la possibilité de prendre des décisions contraignantes administratives. Par exemple, on peut vous enjoindre de suspendre ou de cesser un certain traitement. On peut vous demander de supprimer des données que vous avez et on peut aussi, par exemple, vous interdire de communiquer certaines données à l'étranger. Il n'a toujours pas la possibilité de prononcer des sanctions administratives. Dans l'Union européenne, on a souvent parlé ou beaucoup parlé de ces amendes qui peuvent atteindre des milliards. Ça, on n'a pas en Suisse, il n'y a pas ce type d'amende qui peut être infligée à une entreprise en cas d'une violation de la LPD. Mais il y a, comme il y avait déjà avant, des sanctions pénales qui ont été renforcées. C'est des sanctions pénales qui visent la personne physique qui est responsable du traitement de données, donc l'officier de protection de données, par exemple, qui est fautif. Mais là aussi, c'est une épée qui n'est pas très aiguisée, il faut le dire. C'est uniquement des actes intentionnels qui sont punissables comme auparavant et pas des actes commis par négligence. Donc, on verra si effectivement ça aboutira à des condamnations ou pas. Je vous ai beaucoup parlé maintenant de cette loi sur la protection des données, mais il faut quand même le dire, cette LPD, elle est applicable à deux cercles de personnes. Premièrement, aux personnes privées, notamment aux entreprises qui traitent des données, et puis au traitement de données par des organes fédéraux. Pour les organisations cantonales, dont la plupart d'entre vous font partie, cette loi n'est pas applicable. En fait, le traitement par des autorités cantonales de données personnelles est régi par des droits cantonaux, par le droit cantonal, par les lois cantonales sur la protection des données. Toutefois, ça a comme une certaine importance parce qu'il y a beaucoup de ces lois qui sont actuellement en révision ou qui ont déjà été révisées pour tenir compte de la modification de la loi fédérale et aussi des traités internationaux qui sont à la base de ces règles, de ces principes. Vous trouvez sur le site Privatim, qui est le site de la conférence des préposés suisses à la protection des données, un fichier Excel qui montre l'état d'avancement du processus législatif dans les différents cantons. Est-ce qu'il y a un besoin d'agir? Pour vous, je pense qu'il peut en avoir un dans deux domaines spécifiquement. Je vous parle encore une fois de cette obligation d'information lors de la collecte de données. Là, j'ai pris un exemple de la Convention sur la protection des données entre les cantons de Jura et Neuchâtel, qui a été modifiée justement, où on vous dit, comme sur une sorte sous forme de checklist, ce que vous devez indiquer dans l'information qui est donnée au moment de la collecte des données. Et si vous avez à certains endroits des informations qui sont données avant une collecte, il faut vérifier que cette information corresponde bien à ces nouvelles exigences. Dans d'autres cantons, bien sûr, les bases légales sont un peu différentes, mais les principes sont toujours repris un peu de la même manière. Et ensuite, il y a aussi le domaine de la sous-traitance. Si vous sous-traitez le traitement de données à un fournisseur, comme c'est le cas si vous utilisez les services de RICAP, par exemple, vous devez vous assurer que ce traitement s'effectue uniquement dans la mesure autorisée par la loi. Là, j'ai pris le texte qui figure actuellement dans le contrat avec RICAP, donc ces exigences sont déjà couvertes. Premièrement, il est clairement dit que le client garde la maîtrise de ses données, donc pour les récupérer à tout moment. Et puis, il est également clairement dit que RICAP ne peut traiter les données du client que dans le but et dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution et à la réalisation du contrat. Donc, RICAP ne peut pas faire n'importe quoi avec ces données, et surtout pas, par exemple, les transférer à un tiers, mais doit les traiter uniquement pour exécuter le contrat.
fait partie de l'exécution du contrat aussi, le développement continu du système de reconnaissance vocale. Donc, on peut utiliser ces données aussi pour entraîner et améliorer le système. Quelle est la situation pour les personnes maintenant qui accèdent au site public, au site web public où vous avez les enregistrements des débats parlementaires, par exemple, et les transcriptions? Là, il y a deux modèles différents. À gauche, c'est celui qui est un petit peu plus compliqué. C'est lorsque le client souhaite obtenir des informations détaillées sur l'usage de son site par les visiteurs. À ce moment-là, il faut avoir recours à des services de Google, notamment Google Analytics, et cela nécessite qu'un Google Tag, un cookie, j'y reviendrai sur cette notion, est utilisé et placé sur l'appareil, sur le terminal avec lequel le visiteur se connecte. Et ce Google Tag a pour effet que des données sont transmises à Google, ça peut être aux États-Unis, un serveur aux États-Unis, où ces données sont ensuite anonymisées et stockées, mais voilà, elles sont transmises de manière non anonymisée dans un premier temps. À ce moment-là, il est, de notre avis, nécessaire d'avertir l'utilisateur avec une barre de cookies pour lui indiquer qu'effectivement, cette technologie est utilisée et qu'on continue à surfer sur le site, il y consent. La solution plus simple, c'est la droite, c'est si vous n'avez pas de rapport détaillé sur l'utilisation de votre site, là, il y a juste des données qui sont conservées chez Recap, comme dans l'autre solution aussi, mais ça va beaucoup moins loin. C'est des données techniques, adresses IP notamment, mais anonymisées, dateurs, etc. Donc, c'est des données beaucoup moins critiques, on va dire. On peut même se demander si c'est des données personnelles. Et là, il n'y a pas de barre de cookies normalement qui est nécessaire, mais en fin de compte, c'est le responsable du traitement, et ça, c'est donc le client et son responsable de la protection des données qui doivent évaluer cette situation et décider ce qu'ils veulent indiquer ou non sur leur site. Recap, dans ce contexte-là, est juste un sous-traitant et pas le responsable. Rapidement, 2 ou 3 mots sur les cookies. Que sont les cookies? Les cookies sont des petits fichiers texte qu'un site Internet pose sur l'ordinateur du visiteur du site par le biais du browser, par le biais du navigateur. Et lorsque le même client se reconnecte plus tard, le même visiteur se reconnecte plus tard, le navigateur, respectivement le site, peut ainsi reconnaître que ce visiteur est déjà venu parce qu'il trouve le cookie. Et ce cookie permet, dans une fonction basique, de stocker certains paramètres, par exemple la langue choisie ou bien des contenus préférés. Mais après, ça peut aller, effectivement, en suivant les cookies très loin. On peut suivre le comportement d'achat. Si tout d'un coup, vous recevez plein de publicités pour des produits que vous avez regardés, ben, vous saurez que c'est à cause des cookies qu'on a placés sur votre ordinateur. Et même, on peut recouper ça, dans certains cas, avec des réseaux sociaux et donc créer des véritables profils. Bien sûr, tout ça ne se fait pas dans la solution de Recap. Un exemple pour un texte qui peut figurer sur un site Internet qui n'utilise pas ces cookies, mais qui enregistre quand même certaines données pour garantir notamment le bon fonctionnement, pour pouvoir corriger des problèmes. Vous voyez ce texte ici, c'est des données qui sont d'ordre strictement technique, une adresse IP anonymisée, l'heure, etc., le fichier consulté, le système d'exploitation de l'appareil, le pays, quelques préférences linguistiques. Et ces données-là sont collectées sur la base d'un intérêt prépondérant, c'est-à-dire l'intérêt de l'exploitant du site de pouvoir protéger son site contre des attaques aussi, de pouvoir garantir la sécurité et de pouvoir l'améliorer. Donc là, il n'y a pas besoin d'un consentement, c'est juste une information qui est donnée. Voilà pour ma partie juridique. Je suis volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, quelqu'un qui s'est lancé et qui demande « Est-il vraiment possible de garantir la protection des données à 100% ?» Alors, je suis très heureux de recevoir cette question parce que ça me permet aussi de tordre le cou à certains préjugés qu'on peut avoir. Il est strictement impossible de garantir la protection des données à 100%. Mais rassurez-vous, ce n'est pas ce qu'on attend de vous. En fait, la loi sur la protection des données et aussi les lois cantonales sont basées sur une approche fondée sur le risque. En réalité, les mesures techniques et organisationnelles qu'il faut prendre, ça ne doit pas être le maximum, le nec plus ultra de tout ce qu'on peut faire. Ces mesures doivent être adaptées au risque que le traitement présente réellement pour les personnes concernées. Ces mesures doivent être adéquates en fonction de l'état de la technique, de la nature des données traitées. Est-ce qu'il s'agit de données, par exemple, en lien avec la santé, qui sont plus critiques, ou est-ce qu'il s'agit de données beaucoup plus banales?
la quantité de données qui est traitée, l'usage qui en fait. Et puis finalement, il y a même le coût d'implémentation, d'après l'ordonnance relative à la protection des données, qui entre en considération. Donc même le coût peut être pris en compte. Vous n'êtes pas obligé de dépenser des millions pour la solution la meilleure qui existe, mais il faut juste savoir implémenter une solution appropriée. Et je crois que c'est important, c'est de documenter ce processus de réflexion, de dire, voilà, on fait une analyse, on voit on a telle et telle donnée à traiter, on décerne tel et tel risque dans ce traitement, et voilà les mesures qu'on juge adéquates. Et si un jour on vous pose la question, vous avez ainsi la possibilité de démontrer que vous avez réfléchi à la question et vous avez fait certains choix, qu'on peut ensuite critiquer ou pas, mais vous avez fait certains choix pour mettre en place des mesures appropriées. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors il y a quelqu'un qui nous dit, pour nous, je ne décèle pas de besoin d'intervenir ou d'agir. Alors, oui, peut-être que vous avez tout mis en place comme il faut, peut-être que votre loi cantonale a changé il y a quelques années déjà et vous avez déjà tout mis en place, mais il y a quand même une chose à garder à l'esprit dans cette appréciation du caractère approprié des mesures, il y a aussi l'état de la technique. Et l'état de la technique, il avance. Les menaces avancent. On a lu beaucoup dans la presse ces temps de cyberattaques dirigées contre des entreprises, mais aussi des collectivités publiques. Et ça évolue constamment. Donc, si vous avez une fois mis quelque chose en place, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre de côté. Il faut régulièrement réévaluer la situation et regarder si vos mesures sont toujours en adéquation avec ce qui se fait selon l'état de la technique actuelle. Donc, ce n'est pas quelque chose où c'est bon une fois pour toutes, c'est un processus vivant.